Dans une pièce sombre au sous-sol du King's College à Londres, un faisceau de rayons X frappe un minuscule cristal humide de matière vivante. Au fond de la chambre de diffraction, la pellicule s'expose lentement puis glisse dans le révélateur. Les sels d'argent virent au noir. Une image blanchit, et soudain le motif apparaît. Une grande croix lumineuse, nette, traversée de taches régulières comme les marches d'un escalier. C'est le printemps 1952. La photographie porte un numéro banal, 51, mais elle deviendra l'une des images les plus importantes de l'histoire de la science. On l'appellera photo 51. La chercheuse qui l'a rendue possible s'appelle Rosalind Franklin. Elle est précise, exigeante, plus attachée aux faits qu'aux enthousiasmes, et ce qu'elle tient là sur ce carré de gélatine, c'est la signature d'une hélice qui enferme le secret du vivant. Pour comprendre comment on arrive à une telle image, il faut remonter bien avant ce déclic de laboratoire. Rosalind Elsie Franklin naît le 25 juillet 1920 dans une famille juive britannique cultivée où l'on croit aux livres autant qu'aux responsabilités civiles. À St. Paul's Girls' School, elle s'éprend de la chimie et des mathématiques. Puis vient Cambridge, Newnham College, la guerre qui couvre l'Europe, et les portes qui ne s'ouvrent pas complètement aux femmes. À l'époque, l'université ne délivre même pas de diplôme aux étudiantes. Qu'importe, Rosalind avance par le travail. Pendant le conflit, elle n'étudie pas les molécules de la vie mais le charbon, le graphite, le coke. Au British Coal Utilisation Research Association, elle analyse leur structure intime, relie porosité, chaleur et performance. Ces années forgent deux choses chez elle. Une maîtrise redoutable des méthodes expérimentales et une conviction très simple que le réel se gagne par des mesures propres et des conclusions modestes. En 1947, elle part à Paris au laboratoire central des services chimiques de l'État. Jacques Meringue l'y initie à la diffraction des rayons X appliqués aux solides désordonnés. Rosalind apprend à lire des clichés compliqués, à interpréter des halos, à extraire des distances du chaos apparent. Elle devient une cristallographe qui n'a pas peur du désordre. Ce que d'autres jugent inexploitable, elle y trouve des régularités. 4 ans plus tard, en 1951, elle est recrutée à Londres, au King's College, dans l'unité de biophysique que dirige John Randall. L'ADN, ce long polymère acide extrait depuis des décennies, intrigue à nouveau. Peut-être se cache-t-il là, la clé de l'hérédité. On confie à Franklin la tâche d'en faire parler l'architecture. Elle récupère un doctorant, Raymond Gosling, monte avec lui un dispositif délicat. Un faisceau stable, une source étroite, un échantillon d'ADN maintenu dans une atmosphère saturée d'eau pour ne pas se dessécher, des pauses longues, des précautions infinies contre la vibration et la poussière. Très vite, elle met de l'ordre dans ce que beaucoup prenaient pour un matériau capricieux. Il y a, comprend-elle, au moins 2 formes structurelles de l'ADN. La forme A, plus sèche, donne des images plus nettes mais moins évidemment hélicoïdales. La forme B, très hydratée, exhibe les croix éclatantes d'une hélice. Le quotidien du laboratoire, lui, est moins limpide qu'un cliché réussi. Par malentendu administratif et culture de couloir, la collaboration avec Maurice Wilkins, autre pilier de l'équipe, se tend. Franklin pense être responsable de son propre thème. Wilkins croit qu'il copilote. On sous-estime ses positions, on confond réserve et froideur, on s'agace de sa rigueur intransigeante. Elle, comme souvent, répond en retournant à la paillasse et aux données. C'est dans ce contexte que naît Photo 51, prise par Gosling sous la direction de Franklin, preuve claire d'une hélice de grande régularité. De ce motif, un œil exercé sait déjà extraire des nombres. L'espacement de 0,34 nanomètres entre les marches, les bases empilées, la hauteur d'environ 3,4 nanomètres par tour, 10 pas par révolution, la présence d'un squelette régulier à l'extérieur. Franklin, prudente, évite de surinterpréter. Il faut des séries, des contrôles, des calculs, pas des sauts. C'est ici que l'histoire bifurque. Le cliché n'a pas été publié, il circule dans les murs. Un jour de janvier 1953, Maurice Wilkins montre Photo 51 à un visiteur du Cavendish Laboratory, James Watson, sans demander l'autorisation de Rosalind. Watson comprend de ce motif que l'hélice est indiscutable et que la géométrie des paramètres impose un modèle à 2 chaînes. Dans le même temps, un rapport administratif, le MRC Report, résume des mesures de Franklin sur les dimensions de la cellule unitaire et la position externe des phosphates. Ce document atterrit sur la table de Francis Crick et de Watson. À Cambridge, les deux construisent alors un modèle de double hélice antiparallèle, base appariée au centre, squelette sucre-phosphate à l'extérieur. À Londres, Franklin et Gosling, de leur côté, affûtent leur analyse mathématique des clichés. En mars 1953, les publications se succèdent. Dans Nature, Watson et Crick proposent la structure. Wilkins co-signe un article complémentaire. Franklin et Gosling publient leur propre analyse de la forme B et peu après de la forme A. Les éléments s'emboîtent.
L'architecture de l'hérédité est là. Rosalind Franklin, elle, quitte King's dès 1953, elle traverse quelques stations de métro vers Birkbeck College, dans le groupe de J.D. Bernal. Changement de décor, mais pas de méthode. Rigueur, bienveillance avec ses jeunes, hypothèse serrée. Elle ouvre un nouveau chapitre sur les virus, d'abord le virus de la mosaïque du tabac, long bâton hélicoïdal où les protéines s'enroulent comme une corde autour d'un cœur d'ARN, puis d'autres virus, y compris celui de la poliomyélite. Avec Aaron Klug, John Finch, Don Caspar, elle met en place des stratégies d'imagerie et d'interprétation qui plus tard contribueront au prix Nobel de Klug. On oublie souvent que cette physico-chimiste du carbone et de l'ADN a aussi été une pionnière de la virologie structurale. La santé pourtant se dérobe. En 1956, on lui diagnostique un cancer des ovaires. Elle continue de travailler, planifie des expériences, conduit des projets, écrit jusqu'au bout. Elle meurt en 1958 à 37 ans. 4 ans plus tard, en 1962, le prix Nobel de physiologie ou médecine est attribué à Watson, Crick et Wilkins pour leur découverte concernant la structure des acides nucléiques. Le règlement du Nobel interdit les récompenses posthumes. L'absence de Franklin ne peut être corrigée. Mais pour qui lit les papiers, regarde les cahiers et suit la chaîne réelle des gestes, le rôle de Rosalind Franklin ne se réduit ni à un cliché, ni à une figure sacrifiée. Elle a apporté à l'ADN quelque chose de décisif. La discipline des paramètres, le refus des conclusions hâtives, l'accord durci entre images et nombres. Et elle a apporté à la science une leçon encore plus large. Les découvertes ne sont pas des éclaircies isolées, mais des climats de travail où la probité de chacun compte. Revenons un instant à photo 51. Si elle fascine autant, c'est qu'elle matérialise une intuition simple et superbe. Une image peut faire entendre la forme d'une chose. Les croisillons révèlent l'hélice, les intensités racontent la position des atomes, les espacements donnent une échelle au vivant. De là, tout s'enchaîne. Si les bases s'apparient au centre, adénine avec thymine, guanine avec cytosine, alors la duplication devient mécaniquement plausible. Si les chaînes courent en sens inverse, le code s'emboîte. Si le squelette est à l'extérieur, la molécule se laisse torsader et empaqueter. Mais il faut, pour entendre tout cela, un instrument bien accordé, une source stable, un échantillon calibré, une patience d'horloger. C'était le métier de Franklin. À King's, on a parfois pris sa réserve pour de la dureté. À Birkbeck, ses élèves parlent d'une chef exigeante et juste, capable d'encourager, de partager, de reconnaître. Dans les lettres à ses amis, on lit une curiosité intacte pour l'art, la randonnée, les voyages. Dans ses carnets, une écriture nette, presque sévère, qui s'attend à être lue par d'autres yeux que les siens. Et dans ses articles, cet équilibre rare entre images et équations, ce refus de promettre plus que ce que les données soutiennent. Si la science est un langage, Rosalind Franklin était une grammairienne qui savait que la musique n'existe que parce qu'on respecte la syntaxe. On raconte souvent cette histoire comme un procès. Qui ça fait quoi, qui a montré quoi à qui a reçu quoi. C'est compréhensible. Les injustices signalent des choses à réparer. Mais on peut aussi, sans rien minimiser, retenir ce qui fut gagné pour tous. La photographie d'une hélice qui se dévoile à celles et ceux qui savent regarder. La preuve qu'une méthode obstinée abat les murailles de l'invisible. L'idée que la collaboration n'est pas l'effacement mais l'ajustement, et que la reconnaissance, quand elle vient tard, n'efface pas la lumière des gestes. Dans le tableau périodique, un élément portera bientôt le nom de Meitner. Dans les manuels, un chapitre porte déjà celui de Franklin. Les bibliothèques corrigent doucement les légendes. Les laboratoires apprennent, expérience après expérience, à mieux créditer. Alors imagine cette salle obscure de 1952, le petit chuintement du révélateur, la croix qui monte du papier. Imagine la satisfaction silencieuse d'un résultat propre. Imagine que derrière l'icône, il y a des heures de réglage, des cafés froids, des essais ratés, des reprises. La vérité scientifique ne se donne pas dans des éclats, elle se livre en strates. Rosalind Franklin vivait là, dans cette exactitude presque musicale où l'on ne prétend pas voir ce que l'on n'a pas mesuré. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui encore, photo 51, électrise. On y sent la main sûre d'une femme qui a fait tenir ensemble la patience et l'ambition. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi à Destins épiques et active la cloche. D'autres vies t'attendent, celle où un cliché, un calcul, un trait de plume déplace le monde. Et toi, dis-moi en commentaire, dans quel détail apparemment banal as-tu un jour reconnu la forme d'une grande idée ?